Bonjour à tous. Donc on va démarrer cette session éthique. Donc cette session de tutoriaux, donc nous aurons 2 tutoriaux. Entre les deux, vous pourrez éventuellement changer de salle si besoin. Donc je suis Nadia Bronner. Et j'ai le plaisir d'introduire le premier tutoriel qui va vous être donné par une toute nouvelle professeure de recherche opérationnelle, Odile Belanguez, enseignant-chercheur à l'IMT Atlantique, spécialiste en recherche opérationnelle et qui a fait un DU de philosophie en éthique et société. Et je vous recommande aussi la lecture de son livre dont j'adore le titre. Alors j'ai lu le titre et j'ai lu l'introduction et j'ai beaucoup aimé, je vais continuer après. C'est « À la recherche du temps de travail perdu » avec beaucoup de travail sur les problèmes RH en fait. Donc voilà, donc Odile, c'est à toi. Merci beaucoup Nadia pour cette introduction. Bonjour à tous. Alors j'ai hier entendu beaucoup de choses, beaucoup de débats, ce qui fait que j'ai fait la bêtise qu'il ne faudrait jamais faire. J'ai modifié mes slides hier soir. Donc j'espère que ce sera clair quand même et j'espère surtout que je ne vais pas déborder. N'hésitez pas à me faire signe ou à m'interrompre s'il y a des choses qui partent un peu dans le décor. Ce tutoriel, en fait, il se place dans un questionnement qui agite un petit peu la société, qui agite un petit peu les médias depuis quelque temps autour de l'éthique des algorithmes. Donc je vais commencer par essayer de poser ce qu'on met derrière ces termes-là, hein, ce que l'on peut prendre comme point de départ pour que notre discussion, justement, s'appuie sur du vocabulaire commun au minimum. Et puis ensuite, j'essaierai de faire un petit détour historique sur le fait que la recherche opérationnelle, finalement, se questionne depuis beaucoup plus longtemps qu'on le croit parfois, et que ce que j'entends dans le discours de certaines réactions parfois, je pense que c'est important aussi qu'on sache que les idées ont maturé depuis longtemps, et puis comment est-ce que les approches actuelles et le questionnement de la société face à nos algorithmes d'aide à la décision viennent un peu bousculer tout ça. Voilà, donc pour commencer, je vous le disais, hein, c'est un questionnement qui est devenu public. Et en fait, quand vous regardez ce qui se passe autour de ça, ce qui est très surprenant, c'est qu'il y a beaucoup de termes qui sont convoqués. On parle d'éthique, on parle de dimension éthique, d'humanisation, de transparence, d'explicabilité. On parle d'algorithmes plus éthiques même, sans vraiment dire ce que c'est. Hein. Ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire plus juste? Est-ce que ça veut dire éventuellement diffuser autrement, plus respectueux d'un certain nombre de valeurs? Enfin, finalement, quand on pose tous ces termes-là, dans certains cas, on parle d'une chose, et puis dans d'autres cas, en fait, on convoque des valeurs de société qui sont complètement différentes, et en fait on ne prend pas le temps de se poser, et même nous quand on parle d'éthique, on ne prend pas forcément le temps de faire le détour, de se dire mais c'est quoi l'éthique? Donc je vais commencer par là. Je reviendrai pas sur le terme d'algorithme, hein. J'espère que vous me pardonnerez tous l'usage générique que je vais en faire ici. Je ne reviens pas sur le débat IA numérique, etc. Donc je vais simplement m'arrêter sur le terme d'éthique. D'abord, l'éthique, ça nous vient très clairement, si on veut se pencher sur ces questionnements-là, ça nous vient de la philosophie. Ça fait 2500 ans à peu près qu'on trouve des questions écrites autour de tout ça. L'éthique, c'est en particulier quelque chose qu'on trouve dans le champ de la philosophie politique et morale, et c'est un champ de recherche à part entière, c'est même des champs de recherche. Globalement, si j'essaye de poser un petit peu les choses pour qu'on se mette d'accord, c'est un champ qui s'intéresse au bien fondé de nos actions. Et au fait que quand j'agis, quand je prends une décision pour agir, eh bien en fait les différentes actions que je peux engendrer n'ont pas toutes forcément les mêmes impacts et n'ont pas forcément la même qualité. Alors vous pouvez évidemment m'interroger sur ce terme de qualité, mais globalement, ce que l'on va poursuivre derrière, c'est la question d'aller soit vers une vie bonne et de contribuer à une vie collective bonne également. Donc globalement, ça va être d'essayer d'aller vers des comportements qu'on appelle socialement féconds. Donc la question centrale que l'on peut se poser, c'est lorsque je vais prendre une décision, lorsque je vais enclencher une action, comment est-ce que je détermine ce qu'il y a à faire de mieux? Et ce mieux, je vais l'interroger au sens d'un certain nombre de valeurs, de critères, de mieux pour qui, mieux de quel point de vue, etc. On va le voir, je vais y revenir assez largement. Une fois que j'ai posé ce questionnement-là, en fait, dans
dans ce grand périmètre de questionnement, vous avez un certain nombre de structurations qui se trouvent au niveau de la philosophie qui vont finalement nous servir aussi de grille de lecture un petit peu sur ces questionnements. Le premier, donc je ne vais pas m'y arrêter très longuement, puisque au niveau recherche opérationnelle, je pense que ce n'est pas la première question qui nous concerne, mais il faut quand même savoir que ça existe. Parmi les philosophes qui s'intéressent aux questions éthiques, vous avez beaucoup de travaux sur ce qu'on appelle la métaéthique, c'est-à-dire de savoir d'où est-ce que ça nous viendrait, ce questionnement sur le bien fondé de l'action et sur la vie bonne. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui nous est transcendant, qui vient de Dieu, qui vient de l'univers, qui vient d'au-delà de l'humanité, ou est-ce que c'est quelque chose que nous construisons ? Donc voilà, globalement, toutes ces questions-là, évidemment, en recherche opérationnelle, on ne va pas les adresser, mais c'est un préalable à ce qui vient par la suite. Le deuxième grand champ de questionnement, c'est celui qu'on appelle de l'éthique normative. Et là, ici, la question, ça va être, puisqu'on est globalement tous d'accord sur le fait que toutes les actions ne se valent pas, eh bien, comment est-ce que je vais pouvoir me donner des guides, des lignes, des principes et des normes pour mes actions qui vont effectivement m'aider à aller vers des actions que je considère comme justes, bonnes, droites, équitables, etc. Mettez tous les mots que vous voulez de ce type-là. Et en fait, ce qui est très interpellant au tout départ, la première fois que je suis allée voir des collègues philosophes, moi je m'attendais à venir avec une définition de l'éthique qui me permette de pouvoir l'écrire dans mes modèles maths. En gros, je voulais la réponse. Qu'est-ce que c'est qu'une décision éthique ? Et en fait, ce qui apparaît assez frappant quand on se penche autour de ça, c'est le fait que finalement, il n'y a pas de réponse universelle. Les philosophes s'interrogent, construisent des systèmes de pensée. Il y a différentes écoles de pensée qui se confrontent, mais la réponse universelle, elle n'existe pas en fait. Donc il y a différents modèles sur lesquels on va s'appuyer, et vous avez aujourd'hui différents modèles qui sont convoqués dans l'éthique des algorithmes. Donc, je vais en présenter trois très très rapidement, qui sont les principaux courants de pensée qui sont convoqués aujourd'hui. Le premier, c'est ce qu'on appelle l'éthique des vertus. Donc l'éthique des vertus, elle nous vient des Grecs. Globalement, vous la trouvez dans les écrits d'Aristote notamment. C'est le fait que pour avoir une décision et une action qui soit bonne, qui soit en accord avec cette vie juste que je cherche, eh bien, il faut que je me comporte en conformité avec un certain nombre de vertus. Donc les vertus, ce sont des dispositions intérieures de courage, de justice, d'honnêteté, etc., que je vais pouvoir cultiver par l'habitude et par une certaine réflexion sur ma capacité d'agir, mais qui, en fait, si je reviens à ce qui nous préoccupe, n'est pas directement mathématisable. Donc ça va me compliquer la vie si c'est ce mode de réflexion que je prends pour construire un algorithme. Un deuxième champ de réflexion et un deuxième courant de pensée que vous pouvez trouver, c'est celui du déontologisme. Alors vous avez tous entendu parler de Kant, ça nous vient notamment de Kant, c'est aussi parfois appelé l'éthique des devoirs. Pour Kant, en fait, il y a des devoirs absolument incontournables que nous devons respecter pour qu'effectivement nos actions soient éthiques. Donc je dois me conformer, par exemple, à mon devoir de vérité auprès de chacun d'entre vous, et donc ne jamais m'autoriser à vous mentir, en fait, par exemple. Donc si je veux essayer de transposer ça dans le monde algorithmique, je vais imposer des contraintes, je vais imposer un certain nombre de choses qui vont cadrer, en fait, ce que je me permets ou ce que je m'interdis. Avec le défaut principal, évidemment, que peut-être j'ai pas de solution admissible. Donc voilà, c'est un premier cadrage qui est en cours de réflexion dans différents travaux, mais qui peine à donner une réponse à lui tout seul. Et puis enfin, un troisième courant qui est souvent convoqué, qui s'intéresse cette fois-ci beaucoup plus à la question des conséquences, parce que quand je suis dans l'éthique des devoirs, eh bien, je me conforme à un certain nombre d'obligations, quelles que soient les conséquences. Donc ne jamais mentir, même si c'est pour protéger la vie de quelqu'un, ça peut poser des questions. En revanche, dans le conséquentialisme, et en particulier dans l'utilitarisme, qui est le courant le plus connu de ce champ-là, je vais m'intéresser précisément à la question des conséquences. Donc, ça a été introduit par un philosophe anglais à la fin du XVIIe, qui, en gros, se disait, pour prendre nos décisions, en fait, on fait une balance entre les bénéfices et les effets négatifs de nos actions, et c'est cette agrégation des effets qui nous guide vers la décision qui nous semble la meilleure.
Donc ça a été pensé non pas sous un angle parfaitement mathématisable, mais il y avait une estimation en fait que l'on ferait de tête dans nos comportements pour prendre nos décisions. Et donc ça, on va le voir, il y a un lien très direct avec la recherche opérationnelle, évidemment. Et puis enfin, donc, si je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure sur mes différents champs de questionnement, vous avez également un autre champ de recherche en éthique qu'on appelle celui des éthiques pratiques, qui s'intéresse vraiment là, une fois que je suis sur le terrain, que je suis face à ma problématique de décision, quelles que soient les normes que je me suis données précédemment, quels que soient les principes que je veux suivre dans mes actions, il arrive que j'ai des conflits, il arrive que j'ai des tensions entre deux normes, et que finalement, déterminer l'action la plus juste ou la plus bénéfique, ce ne soit pas aussi simple. Vous pouvez prendre comme exemple ce qui se passe dans des équipes médicales, par exemple. Il y a des principes de respect de l'autonomie des patients, et puis en face, il y a des principes de bienfaisance pour protéger la vie des patients. Un patient qui est dangereux pour lui-même, est-ce que je l'enferme, est-ce que je l'attache, est-ce que je restreins sa capacité d'action et son autonomie, ou est-ce que je le laisse être un danger pour lui-même? Finalement, c'est complexe. Et en fait, pour prendre les décisions, ce que font les équipes médicales en général, c'est qu'elles tiennent compte vraiment des circonstances particulières de ce patient précisément et des moyens d'action de l'équipe médicale autour. Donc il y a une décision pragmatique qui est prise en appui sur des normes et des principes, mais également en appui sur les circonstances spécifiques de cette décision. Et ça va venir en fait nourrir d'autres réflexions au-delà des principes que j'ai mentionnés précédemment. Alors en quoi la recherche opérationnelle elle est concernée dans tout ça? D'abord, évidemment, parce qu'elle s'intéresse à la décision, et puis parce que progressivement, on le voit avec nos algorithmes qui étaient là pour nous aider à prendre des décisions, en fait, on est en train de venir les remplacer aussi, les décisions, pour automatiser de plus en plus de choses. Et donc, on cherche en fait à voir comment est-ce que l'on pourrait intégrer ces questionnements éthiques pour que les décisions éventuellement automatisées restent dans le champ de ce que nous considérons comme des décisions bonnes ou à minima des décisions acceptables. Et puis, plus largement, alors ça, on l'a tous en tête sur l'histoire de la recherche opérationnelle, hein, cette volonté d'aller vers des décisions rationnelles qui est en marche depuis plusieurs siècles, en fait, elle nous a amené, notamment au cours du XXe, à orienter la décision très clairement vers une question d'efficacité, avec l'effort de guerre, avec la volonté d'aller vers une productivité plus importante et donc une disponibilité des biens matériels qui a des conséquences positives, mais qui, on le voit aujourd'hui, a aussi des conséquences négatives. Et donc à ce titre-là, la recherche opérationnelle, en fait, s'inscrit dans une forme d'aspiration, dans une forme d'approche de l'utilité, au sens où je l'ai mentionné précédemment. Et tout ça, ça a été questionné en fait depuis longtemps. Hein, depuis une dizaine d'années, on voit beaucoup de choses qui bougent dans la presse par rapport à ça, mais en fait, la recherche opérationnelle, elle s'interroge sur l'éthique depuis longtemps. Le premier article que vous pouvez trouver où vraiment ces questions-là sont formalisées, c'est un article de Balding en 1966, qui n'est pas chercheur opérationnel, mais qui en fait découvre un petit peu cette science émergente et qui en gros décrit le fait que avoir une approche rationnelle de la décision, donc faire un raisonnement sur nos actions, c'est effectivement aller vers quelque chose de plus éthique, et donc qu'en ce sens, la recherche opérationnelle devrait nous aider à avoir des meilleures décisions. Et puis le fait qu'on puisse écrire une certaine forme d'expression de l'utilité, ça devrait également nous aider. Et en fait, à cet article, il y a une réponse très très intéressante de Churchman, hein, qui est un des pères fondateurs de la recherche opérationnelle aux États-Unis, qui s'inscrit en faux en fait avec ses propos, en disant deux choses. La première, c'est que si on se place du point de vue de l'éthique des devoirs, l'éthique déontologiste que j'ai mentionné tout à l'heure, en fait, quand il y a un principe principal qu'il met en avant, c'est le fait qu'une décision éthique ne devrait jamais traiter les êtres humains comme des moyens, mais toujours comme des fins, comme des finalités. Or, en fait, ce que dit Churchman, c'est qu'en recherche opérationnelle, on fait exactement le contraire. On traite les humains, les RH, comme des moyens, et uniquement comme des moyens. Donc ça, c'est un premier point qui fait que, globalement, nos modèles ne seraient pas éthiques. Et le deuxième point qu'il souligne, c'est le fait que les fonctions d'utilité qui sont écrites dans les modèles
sont strictement orientés par les demandes des décideurs et donc retranscrivent une forme d'utilité qui est extrêmement relative et extrêmement ciblée sur les attentes du décideur que l'on accompagne à cette époque-là. Donc à la suite de ça, vous avez beaucoup de débats qui vont nourrir des questionnements sur la pratique de l'aide à la décision notamment, et en fait sur les valeurs qui seraient celles du décideur qu'on accompagne bien entendu, mais celles aussi de l'expert en recherche opérationnelle qui accompagne la création d'un modèle et sa résolution. Et graduellement se met en évidence une forme de subjectivité dans nos pratiques et dans nos analyses qui en fait rendent tout espoir d'une véritable éthique systémique très éloignée des pratiques réelles. Et puis, il y a un questionnement croissant qui va vers le fait de dire, puisqu'on ne peut pas finalement s'intéresser qu'à l'attente du décideur, il faudrait élargir nos modélisations, élargir nos analyses avant la création des modèles pour prendre en compte les parties prenantes, pour regarder en fait les conséquences sur d'autres acteurs et même au-delà des acteurs humains, pour aller jusqu'à la prise en compte des enjeux environnementaux et des modifications des territoires qu'engendrent nos décisions productivistes. Donc, si je résume tout ça, il y a vraiment une littérature assez riche, mais globalement, il y a une remise en cause là, qui s'opère de la neutralité scientifique de la démarche et donc des conseils qui sont prodigués. Suite à ça, donc on voit émerger un certain nombre de principes et de codes de conduite qui vont être relayés par les sociétés savantes, notamment aux États-Unis, pour pousser en fait les praticiens de recherche opérationnelle à une analyse réflexive pour être capables de questionner leur propre posture, les représentations qui sont les leurs et qu'ils encapsulent dans leur modèle ou dans leur démarche de conseil. Et puis aussi pour alerter sur le rôle que l'expert a d'accompagner le décideur vers justement une prise de conscience éthique, vers une prise de conscience des effets en fait, des décisions qui sont prises et des outils qui sont mis en place. Au-delà de tout ce questionnement interne à la discipline que je viens de résumer très rapidement, vous avez également des travaux bien sûr en dehors des maths et de l'informatique qui viennent aussi nourrir un questionnement très large. Alors il y aurait vraiment une littérature extrêmement foisonnante à convoquer. Je vais ici m'arrêter seulement sur 3 points qui me semblent absolument incontournables si on veut vraiment parler d'éthique en recherche opérationnelle. Le premier, c'est le travail d'Herbert Simon, que vous êtes peut-être nombreux à connaître ici dans la salle. Herbert Simon, c'était un économiste qui remettait en cause en fait la conviction que nous avons tous un comportement rationnel dans nos décisions, que nous sommes des homo economicus, qui font un calcul bénéfice-coût à chacune de leurs prises de décision. Et donc par rapport à ça, pour essayer de démontrer ça, il a fait beaucoup de travail de terrain et puis beaucoup d'expérimentation en psychologie. Et il a théorisé en fait par la suite ce qu'il a appelé la rationalité limitée, en fait qui statue sur le fait que nous sommes très loin justement de ce comportement d'optimisation que l'on supposait à notre réflexion, et qu'on est plutôt en fait dans un comportement de satisfaction, c'est-à-dire compte tenu d'un ensemble de contraintes, j'essaye de trouver une solution suffisamment satisfaisante, étant donné les quelques informations que j'ai en tête, la relative capacité de prédiction que j'ai et le peu de temps que j'ai envie de consacrer à ma réflexion. Donc, si c'est facile, je vais faire quelques améliorations locales parce que j'ai encore un peu de temps, un peu d'énergie. Et puis, si c'est très difficile, que j'arrive pas à trouver de solution, je vais relâcher des contraintes jusqu'à trouver un truc qui soit pas trop mal et je m'arrête là. Et donc, ça remet vraiment en cause complètement la théorie selon laquelle, avec une fonction d'utilité, je retranscris la décision que voudrait mon décideur. Petit point que je mentionne ici, si ça vous intéresse, vous pouvez les regarder. Il y a beaucoup de paradoxes qui ont été montrés par des psychologues autour de ça, notamment le paradoxe de Halley qui montre très bien que dans une décision pratique sur le terrain, en fait, on ne respecte même pas l'espérance mathématique dans nos choix. Donc ça questionne quand même sur notre capacité à être rationnel. Un deuxième point que je voudrais mentionner parce qu'il me semble assez incontournable aussi. Donc vous connaissez peut-être les travaux de Feynman et Morgenstern en 1944 qui avaient montré un certain nombre d'axiomes nécessaires pour qu'il existe effectivement une fonction d'utilité.
Et donc, dans cette base axiomatique, en fait, la décision de maximisation d'une fonction est effectivement représentative de ce que l'on souhaite. Mais en fait, ce qu'ont montré beaucoup de travaux en psychologie depuis, c'est que ces axiomes, ils sont strictement toujours violés en pratique. Donc nous ne sommes pas capables d'avoir des préférences stables dans le temps, transitives, etc., etc. Ce qui veut dire que globalement, avec nos fonctions d'utilité, on fait quelque chose qui n'est pas en cohérence avec ce qu'on cherche vraiment. Et puis enfin, un troisième auteur qui me semble incontournable autour de ça, c'est Hans Jonas. C'était un philosophe donc, du XXe, qui a écrit en 1979 un livre qui s'appelle « Le principe responsabilité », que vous connaissez peut-être, qui en fait se questionne beaucoup sur l'approche de l'éthique dans les siècles qui ont précédé et comment est-ce que tout ça devient complètement caduque par le fait que nos sciences et nos technologies ont bousculé beaucoup de notre capacité d'agir sur le monde. Notamment le fait que, eh bien, avec la manipulation génétique, avec tout un tas de choses que la cybernétique commence à faire à cette époque-là, et puis avec, bien entendu, la peur terrible qu'on a tous d'une guerre nucléaire, eh bien, en fait, ce que postule Hans Jonas, c'est qu'on est arrivé à un point où notre capacité d'agir sur le monde a pris une telle ampleur avec les développements technoscientifiques que nous ne sommes plus capables d'appréhender les conséquences avec le simple bon sens humain qui pouvait être précédemment en fait, pris comme base d'analyse pour essayer de construire une pensée éthique. Et donc, ce que pose Hans Jonas à ce moment-là, c'est le fait que finalement tous les systèmes éthiques qui ont été pensés jusque-là, et que j'ai très brièvement introduit tout à l'heure, ils sont tous caducs et ils sont tous inopérants. Donc il faudrait refonder l'éthique autour du fait que pour mesurer la conséquence de ce que l'on va faire, nous avons non seulement besoin d'un certain nombre de compétences humaines, mais aussi de compétences scientifiques pour analyser les suites de ce que nous allons créer et introduire dans le monde. Alors, il propose notamment de suivre ce qu'il appelle l'heuristique de la peur. Alors, dit comme ça, c'est pas très engageant, mais en fait, ce qui se cache derrière ça, c'est le fait d'utiliser notre capacité humaine à imaginer, pour imaginer le pire, pour imaginer ce qui peut arriver de plus affreux possible dans toutes les technologies que l'on peut introduire ou dans toutes les actions que l'on peut entreprendre avec l'aide de la technologie. Et en fait, avec cette compréhension et avec cette imagination du pire possible, c'est ça qui doit nous servir d'étalon pour prendre une décision de si oui ou non on introduit une technologie, si oui ou non on va vers tel type de décision. Et donc, ce questionnement-là, en fait, il est directement en lien avec tout ce qui émerge dans les années 70 autour de notre impact sur l'environnement, notamment. C'est quelques années après le rapport Meadows, après tout un tas de travaux qui émergent autour de ça. Et en fait, la recherche opérationnelle, elle va évidemment s'emparer de ça également. Je vous le disais juste avant sur le fait qu'on a dans nos modèles, on amène des décisions qui engendrent en fait un certain nombre de conséquences sur l'environnement. Et que finalement, eh bien, il y a en fait un questionnement fort autour de cette ampleur que nous donnent les modèles et que l'on n'avait pas précédemment. Voilà, donc ce questionnement hors discipline, il vient être réapproprié par la recherche opérationnelle, d'abord sur le comportement de terrain et de conseil, mais aussi, du coup, sur les méthodes et sur la construction des modèles. Donc après les travaux de Simon et puis un certain nombre de travaux en psychologie, on vient re-questionner l'axiomatique en fait qui est derrière nos modèles. Est-ce que nos hypothèses sont effectivement valides? Est-ce que optimiser au sens d'une maximisation, ça fait toujours sens? Est-ce que l'expression de mon objectif est la bonne? Et donc là, ça donne lieu à beaucoup de choses que vous connaissez aussi bien que moi. En fait, il y a une émergence de paradigmes nouveaux. Notamment, par exemple, si je fais abstraction d'une fonction d'utilité qui ne serait pas représentative et que je veux avoir une démarche davantage guidée par les contraintes, en fait, on va avoir l'émergence de la PPC qui arrive assez naturellement derrière. Si je me trouve confrontée à des objectifs qui sont incomparables, je vais éventuellement aller chercher le front de Pareto
d'une fonction multi-objectif, vous voyez émerger en fait tout un tas de paradigmes différents pour essayer de répondre en fait à ce questionnement où on sent bien qu'on n'est pas assez outillé, qu'on a manqué quelque chose. Et donc globalement, si je veux essayer de synthétiser un petit peu tout ça, on a une intégration progressive dans les modélisations et dans les approches de notions d'incomparabilité d'abord. Si j'ai plusieurs critères que je ne peux pas agréger, si j'ai des critères éventuellement incommensurables, si j'ai des choses qui sont strictement incomparables, comment est-ce que je vais approcher aussi cette prise de décision pour essayer d'être malgré tout en accord avec un certain nombre de réflexions qui sont les nôtres quand on s'intéresse donc à l'éthique, au bien fondé de nos décisions. Et puis enfin, ce qu'on voit apparaître aussi, c'est toutes les questions autour des incertitudes, puisque si je fais pour hypothèse que je ne suis pas capable de prévoir les conséquences de ce que j'introduis, eh bien, il va falloir en fait que j'admette que j'ai une plage d'incertitudes, et donc avec tous les modèles que vous pouvez connaître pour essayer d'appréhender en fait cette incertitude et malgré tout d'être capable d'avoir une prise de décision que je peux un peu piloter par une certaine forme de robustesse ou de réactivité. En conclusion de tout ça, en fait, ce qu'on voit vraiment apparaître à travers toute la littérature, du coup, autour vraiment de la recherche opérationnelle se nourrissant de questionnements éthiques, c'est finalement la limitation de nos méthodes qui ne sont pas suffisamment représentatives de ce qu'on voudrait faire pour adresser la totalité de nos questions éthiques. Et donc, il y a l'émergence d'un certain nombre de paradigmes alternatifs, je viens de le mentionner, qui prennent en compte un certain nombre d'aspects sans être forcément capables de répondre à toutes les questions. Et puis enfin, le point d'orgue de tout ça peut-être, c'est le fait que puisque pour l'instant on n'a pas d'outils pour tout appréhender, eh bien il y a une nécessité d'intégrer l'éthique dans l'agenda de la recherche opérationnelle. Je vous renvoie au discours de Brands à Euro 2000, peut-être que certains d'entre vous y étaient, où vraiment il a très fermement argumenté le fait que c'était une nécessité pour notre discipline. Voilà. Pour ce qui est du chapitre historique que je voulais vous restituer. Maintenant, j'en viens à la question, ou au champ de questions qui sont soulevées par l'éthique des algorithmes au sens où on l'entend là depuis quelques années, avec des attentes qui évoluent. En fait, on n'est plus seulement sur des praticiens de terrain qui sont en train de s'interroger sur le fait que la portée de leur action peut être orientée, peut être éventuellement moins positive que ce qui était espéré. En fait, on a, comme je le disais en introduction, un questionnement qui est en train de basculer dans un débat public, notamment avec la massification des usages qui fait, en fait, qui nous amène à mettre en évidence un certain nombre d'aspects qu'on n'avait pas forcément perçus. Les biais, notamment, qui sont très largement comment dirais-je, convoqués quand on parle de machine learning, par exemple, mais en fait qui peuvent être aussi constatés dans d'autres approches. Globalement, ce qui est restitué par le public, ce que vous pouvez trouver aussi, d'ailleurs, dans un livre très intéressant qui a été édité en 2016, le livre de Cathy O'Neill, Weapon of Mass Destruction, où elle essaye de recenser un certain nombre de dégâts qui ont été faits par ces outils massifs d'aide à la décision, des résultats qui sont globalement inacceptables pour le public. Alors je suis sûre que vous avez tous des exemples en tête, je ne vais pas forcément m'arrêter longuement dessus, mais les problèmes d'aide à la décision dans la justice américaine, dans tout un tas de systèmes de prêts bancaires par exemple, dans le tri de CV, dans toutes ces choses-là, ou plus proche de nous aussi le problème du questionnement de Parcoursup, où on a tous les ans on entend dire que certains résultats obtenus sembleraient injustes. Et donc on a des incohérences apparentes, des incompréhensions qui sont cristallisées en fait autour de tous ces systèmes, auxquels on reproche finalement d'être inconséquents sur le plan éthique, de n'avoir en fait pas de principes qui soient réellement respectés, et pas non plus de garde-fous contre des effets secondaires extrêmement massifs. Alors je parle d'effets secondaires sociaux, sociétaux et environnementaux, je ne vais pas là non plus m'y attarder très très longuement, mais juste un petit exemple sur lequel on a pas mal échangé avec Alexis et Nadia quand on a essayé de travailler sur ces questions-là. Par exemple, vous connaissez probablement tous les modèles de yield management
qui, il y a plusieurs décennies déjà, ont aidé American Airlines à revoir la politique tarifaire, avec pour objectif derrière de mieux remplir les avions pour éviter de voler avec des sièges vides. Donc c'est clairement de l'aéro pur qui est derrière, avec cette idée qui est plutôt sensée du point de vue du décideur, que l'avion qui vole avec la même quantité de kérosène transporte le plus possible de patients. Sauf qu'en fait, si vous mettez ça bout à bout avec tout ce qui s'est passé derrière sur nos usages des transports, si vous ajoutez un certain nombre de plateformes type Airbnb et autres, eh bien, vous obtenez en fait des comportements globaux qui ont complètement changé dans l'utilisation des villes et des territoires, avec des conséquences sur les collectivités qui vont devoir mettre en place des équipements, qui vont devoir éventuellement prendre en charge des coûts engendrés par ces pratiques, et puis aussi des nuisances pour les populations qui n'ont pas forcément fait ce choix. Et donc on voit en fait tout un tas d'effets secondaires qui arrivent avec beaucoup de retard, mais qui finalement sont effectivement liés à des décisions qui ont été prises à un instant donné. Il y aurait aussi beaucoup d'autres exemples dans le champ de l'environnement, évidemment. Et ce qui apparaît en fait de façon assez drastique derrière ces usages massifs, c'est qu'une fois qu'on en est arrivé au point où tout le monde a accès à Waze, à tout un tas de techno, à tout un tas de services, et bien en fait vous avez un effet d'irréversibilité qui est absolu. On n'arrive pas à revenir en arrière, c'est impossible. Essayez de retirer vos réseaux sociaux à vos enfants, à vos adolescents, là maintenant, vous allez voir qu'en 3 jours, vous avez perdu la partie. Et en fait, c'est vrai pour nous tous aussi. Il y a des choses sur lesquelles on n'arrivera pas à revenir en arrière, on ne le souhaite pas. Pour autant, on est pleinement conscient que ça n'a pas que des effets positifs. Et donc, autour de tout ça, en fait, ce qui se passe, c'est que le questionnement étant devenu public, il y a une recherche de moyens de régulation, aussi bien par des associations, par un certain nombre de sociétés savantes qui vont également se poser des questions, et puis par les pouvoirs publics qui vont chercher comment encadrer en fait tout ça. Donc là aussi, vous avez une littérature absolument foisonnante selon les pays, selon un certain nombre de domaines. Je vais pas faire le catalogue. Mais en fait, ce qu'on voit apparaître, c'est 3 niveaux différents de tentatives de régulation. Donc si je m'appuie sur le schéma là, que vous avez à droite, c'est celui que vous pouvez trouver sur la Commission européenne qui est en train d'étudier ce qu'ils ont appelé le AI Act, donc une tentative, enfin, pardon, c'est pas une tentative, c'est un texte de loi qui a pour objectif d'être mis en place sur l'espace européen, avec donc les 4 niveaux, là, les 4 couleurs que vous voyez dans la pyramide, où en fait on va distinguer un certain nombre d'applications par rapport à leur cadre d'application et par rapport aux risques qui ont été identifiés. Donc ce qui se trouve dans le haut de la pyramide, c'est ce qu'on considère comme étant inacceptable. Et donc là, on va tomber dans ce que j'ai appelé un cadrage légal. Vous avez typiquement dans ce texte de la Commission européenne une volonté d'interdire un certain nombre de technologies sur le territoire européen. Par exemple, la reconnaissance faciale dans l'espace public. Par exemple, l'usage de systèmes d'armes létales autonomes, qui seraient donc strictement interdites sur le territoire. Et donc ce cadrage légal a pour objectif d'interdire les applications les plus problématiques, ou en tout cas jugées avec les conséquences les plus dangereuses. Et puis après, vous avez un autre niveau qui va être donc dans ce schéma que je vous ai mis, qui va être plutôt le niveau orange et un petit peu au niveau du jaune. C'est en fait ce qui est considéré comme ayant des risques effectivement élevés, mais que l'on va autoriser sous une certaine forme de cadrage prescrit. Donc notamment, les prescriptions vont être de l'ordre d'un certain nombre d'audits ou de certifications, c'est-à-dire que pour effectivement pouvoir commercialiser un algorithme de tri de CV, par exemple, il va falloir démontrer que le comportement de l'algorithme est effectivement en cohérence avec un certain nombre de prescriptions établies au départ et avec les attentes globalement partagées en termes de comportement de cet algorithme. Donc ça inclut beaucoup de travaux autour de la transparence, de l'explicabilité, mais pas seulement. Et déjà à ce niveau-là, il y a en fait un certain nombre de tensions qui peuvent apparaître. Si je reviens dans le cadre de l'éthique normative que j'ai évoquée au tout début, vous l'avez tous probablement discuté autour de Stop Covid.
la question de ma liberté individuelle à ce que personne ne sache à quel endroit je me trouve, à quel moment, et puis face au bien commun ou à la santé commune qui serait chacun doit savoir si quelqu'un d'autre a pu le contaminer, en fait on voit déjà entre ces deux valeurs de société une tension directe qui fait qu'il n'est pas si simple de déterminer ce que l'on doit encoder dans notre algorithme et quelles sont les pratiques que l'on va s'autoriser. Et puis enfin, il y a un dernier niveau que je voulais mentionner qui est aussi intéressant, qui est mis en place actuellement par un certain nombre d'entreprises, c'est en fait une forme d'autorégulation. Donc un petit peu ce qui se passe dans les hôpitaux avec des comités d'éthique qui viennent discuter les décisions médicales traitant d'un cas ou d'un autre. En fait, vous avez des entreprises qui vont à la fois avoir une veille sur les pratiques, les résultats d'un certain nombre des outils qu'ils mettent sur le marché. Et puis vous avez également des discussions en interne sur les normes, justement, que l'on veut mettre en place. Alors tout ça, c'est un premier pas que je trouve très intéressant vers ce qu'on appelle une forme d'éthique procédurale, c'est-à-dire au cours de la procédure de création d'un algorithme, je vais garantir un certain nombre d'étapes dans lesquelles je prends des temps de réflexion éthique, je questionne les normes, les représentations, je questionne un certain nombre d'enjeux également qui peuvent être liés à l'algorithme que l'on veut mettre en place. Néanmoins, si je reviens au questionnement public que j'ai mentionné juste avant, c'est pas ça la question. La question n'est pas de savoir si effectivement les gens qui ont construit le code ont pris le temps de réfléchir et ont eu un comportement éthique. La vraie question qui intéresse la personne à qui on a refusé son prêt bancaire, c'est de savoir pourquoi. Est-ce que c'est vraiment juste? Est-ce que par rapport à la personne d'à côté à qui je l'ai accordé, les critères sont les mêmes? Et est-ce que les critères représentent vraiment ce que nous voulons mettre en place comme modèle de société? Et donc, le besoin, en fait, qui apparaît, c'est plutôt le besoin d'une éthique systémique, c'est-à-dire d'adresser tous les enjeux, en fait, du système dans lequel ma décision se place. Et donc, si je renvoie ça sur la recherche opérationnelle qui nous intéresse, ça veut dire que je ne peux pas seulement questionner mes modèles et mes méthodes et me baser dans une axiomatique qui me permettrait effectivement de respecter les propriétés que je veux. Je vais évidemment avoir besoin de modèles qui sont valides, donc je pourrais démontrer la complétude, l'absence d'orientation, de représentation, etc. Mais en fait, pour avoir une éthique systémique, j'aurais aussi besoin que mes acteurs aient des comportements constants, par exemple, qu'eux-mêmes aient une absence de biais. Par rapport à ce qui se passait quand j'étais dans la démarche d'aide à la décision d'un seul décideur avec lequel je pouvais avoir du dialogue, quand je suis sur la diffusion d'un outil massif, le décideur de demain, je ne le connais pas. Par exemple, celui qui utilise un logiciel de navigation aujourd'hui, il devient un décideur avec l'outil que je lui mets dans les mains, mais en fait, le développeur ne l'a absolument jamais rencontré et il y en a beaucoup trop pour pouvoir tous les consulter. Et donc, je ne peux pas non plus les accompagner vers cette réflexion éthique pour essayer d'aller vers une forme de réflexivité qui amoindrirait au moins leur biais. Et je ne peux pas non plus être en capacité de prévoir toutes les circonstances d'usage, toutes les adaptations qui émergeront lorsque mon outil aura connu une diffusion massive. Donc cette éthique systémique, très clairement, on n'est absolument aujourd'hui pas capable de la décrire bien avant de la coder, ce qui pose un certain nombre de questions. Mais en tout cas, au niveau du champ de la recherche opérationnelle, ce que je voudrais mentionner, c'est que par rapport au questionnement qui était celui des sociétés savantes que j'ai mentionné précédemment, autour de l'analyse réflexive qui doit être menée par l'analyste et par l'expert, en fait, ce dont on s'aperçoit ici, c'est que ça ne suffit pas. Ce questionnement-là, il est absolument essentiel, mais il n'est pas suffisant au sens où, lorsque je parle d'une diffusion massive, le phénomène m'échappe, en fait. L'outil m'échappe complètement. Je ne sais pas du tout de quelle façon les usages vont diverger. Je ne sais pas non plus quels effets performatifs auront mon outil sur les environnements dans lesquels ils s'inscrivent. Je ne peux pas non plus imaginer quels vont être les contournements qui vont être éventuellement ceux de mes utilisateurs mécontents, qui vont chercher à chanter le système, à faire autrement et éventuellement à produire un résultat que je n'avais absolument pas imaginé. En fait, quand on creuse autour de ça,
ce que j'ai trouvé frappant, c'est que finalement, un certain nombre d'auteurs commencent à converger vers le fait que l'éthique, finalement, quel que soit le bout par lequel je l'attrape, c'est pas calculable. Et donc, c'est tellement pas calculable que je peux absolument pas le déléguer à une machine, quel que soit le type d'algorithme ou de techno que je prends en place, donc là, que je prends en charge. Et donc là, en fait, les deux articles que je vous ai mis, c'est l'un plutôt en recherche opérationnelle et l'autre complètement du côté du machine learning. Les deux convergent vers le fait qu'on doit laisser un être humain dans la boucle. Que pour qu'il y ait effectivement une réflexion éthique, pour qu'il y ait ce que les philosophes appellent le moment éthique, donc le moment où l'empathie, en fait, m'amène à prendre conscience des conséquences pour quelqu'un d'autre, eh bien, ce moment-là, en fait, on ne sait tellement pas le qualifier qu'aujourd'hui, une machine n'est absolument pas en mesure de le faire à notre place. À l'inverse, parce que ça pourrait nous décourager à tout jamais de faire de l'aéro, à l'inverse, ce que je voudrais qu'on garde en tête aussi, c'est le fait que questionner seulement les effets avec tout mon bon sens citoyen, avec uniquement mon empathie d'être humain, ça ne suffit pas non plus. Je vous renvoie pour ça à ce que je disais tout à l'heure sur Hans Jonas. Si je ne suis pas capable de comprendre les effets d'un système technologique, quel qu'il soit, et de comprendre sa puissance et la puissance d'agir que cela me donne, j'ai aucune légitimité, aucune capacité d'analyse effectivement de ces effets, et donc avoir un discernement éthique sur ce que l'outil produirait, en fait, si je le laisse uniquement dans les mains d'un néophyte, il y a peu de chances que ce soit effectivement convergent vers quelque chose que l'on souhaiterait tous. Voilà, donc en termes de conclusion, des décennies de réflexion, contrairement à ce que l'on peut lire dans la presse sur le fait que tous les informaticiens auraient passé tout leur temps à faire des maths et jamais à réfléchir au contexte de la société. En fait, on s'aperçoit, quand on prend le temps, que eh bien, cette réflexion, elle est vivante depuis longtemps dans la recherche opérationnelle. Elle est arrivée d'abord par des cas d'application, elle est arrivée par le terrain, mais la non-neutralité des sciences, elle est effectivement discutée depuis longtemps. Et en fait, ce qui émerge là, après plusieurs décennies autour de ça, c'est que finalement, au même titre que les philosophes ne sont pas capables de tous se mettre d'accord sur c'est quoi un comportement éthique en toutes circonstances, eh ben, on ne sait pas non plus le transposer dans nos algorithmes, évidemment. Ce qui veut dire qu'il y a encore beaucoup de pistes de travail et de réflexion à différents niveaux. Le premier niveau, c'est évidemment celui qui a été mis en évidence dans les années 70-80, là, autour de la responsabilité individuelle de l'expert, sur le fait qu'il vient nécessairement avec ses biais, ses représentations, son éducation, et que pour essayer de désamorcer ça, ou en tout cas d'amoindrir les effets de ça, il doit s'interroger sur les buts qu'il poursuit, sur la pertinence du modèle, sur éventuellement l'intérêt même de mettre en place un outil. Je vous invite sur cet aspect-là à réfléchir à une citation de Hubert Reeves, qui est un physicien qui fait beaucoup de vulgarisation et qui a réfléchi aussi à un certain nombre d'aspects éthiques. Et il a une réflexion que je trouve très intéressante qui dit « La science pourra toujours vous apprendre comment fabriquer une bombe atomique. Par contre, elle ne pourra jamais vous dire si oui ou non il faut effectivement fabriquer une bombe atomique. » Je pense que parfois, sur certains systèmes d'aide à la décision, la question aussi peut se poser. Donc individuellement, il y a quelque chose qui doit nous interpeller, ou en tout cas qui peut amener une dimension éthique plus importante. Et puis évidemment, dans des choses qui nous sont peut-être un petit peu plus confortables, il y a des pistes de travail disciplinaires. J'évoquais tout à l'heure les problèmes axiomatiques d'un certain nombre de modèles qui ne correspondent pas en fait à nos comportements de décideurs. Ça veut dire qu'il y a une conception en fait des modèles et des méthodes sur lesquelles nous avons encore du travail à faire. Et puis il y a également des pistes de réflexion interdisciplinaire, évidemment, puisque ce que j'évoquais tout à l'heure sur l'occupation des territoires et des villes, ça, c'est des choses que les sociologues, par exemple, nous remontent très, très bien et documentent extrêmement bien, nous permettant effectivement de mieux analyser et comprendre les effets secondaires des outils que l'on introduit. Vous avez également beaucoup de travail en psychologie qui peut nous permettre de comprendre
un certain nombre de choses. Et puis, évidemment, sur tout ce qui est enjeux environnementaux, je pense que la littérature extrêmement abondante, des effets notamment de la productivité sur notre environnement, mais pas seulement, hein, il y aurait beaucoup de choses à dire sur tout ce qu'on fait sur les espaces de vie et sur les ressources et sur tout un tas de choses. En fait, on a besoin de la compréhension et de l'expertise scientifique d'autres domaines pour venir nourrir justement cette réflexion éthique dans l'espoir d'aller vers quelque chose d'un petit peu plus systémique. Et puis enfin, comme ces effets secondaires et tous les enjeux que j'ai évoqués, ils ont un impact finalement sur tout le monde, y compris des êtres vivants qui n'ont pas la parole, mais au minimum, on pourrait commencer par intégrer tout ça dans un dialogue public. Et ça veut dire que le regard d'expert que l'on a, de comprendre et de pouvoir décortiquer les outils, il a aussi toute sa place dans ce débat public pour améliorer et faire croître le niveau de compréhension. Voilà, je vais m'arrêter là, je vous laisse la parole et je vous remercie beaucoup. L'autre groupe a pris 10 minutes de retard parce qu'ils ont changé d'amphi. Donc quand vous changerez d'amphi, ceux qui souhaitent changer d'amphi, il faut aller... vous m'entendez là? Là, vous m'entendez? Oui. Donc ils ont pris 10 minutes de retard. Donc l'autre amphi, c'est l'amphi... Enfin, sauf si vous voulez rester avec nous, hein, bien sûr. On continue après. C'est le petit amphi. Ils m'ont dit l'autre amphi. Vous trouverez. Voilà. Et on a donc 5 minutes de plus. Quelqu'un veut donner une information supplémentaire sur l'autre amphi? Non, vous avez compris. On a donc 5 minutes de plus, on a jusqu'à 45. Donc voilà, on peut. Alors juste pour avoir un ordre d'idée, est-ce que vous pouvez lever la main, ceux qui ont déjà des questions, que je vois comment répartir? Ok. Merci beaucoup pour la présentation. C'était très intéressant. Mais ça m'a quand même amené à me poser une question. Vous parlez d'éthique des algorithmes. Or, nous, ce qu'on fait, c'est de l'aide à la décision. Et c'était, quand vous avez parlé de la bombe atomique, c'était une illustration. Est-ce qu'il ne faudrait pas parler de l'éthique du système, l'algorithme et l'être humain qui prend la décision? Voilà. Oui, effectivement, vous avez parfaitement raison. Les sociologues là-dessus sont beaucoup plus précis que je ne l'ai été. En fait, ils parlent souvent de ce qu'on appelle un système socio-technique. Et donc, c'est effectivement un outil dans l'environnement dans lequel il est utilisé. Donc, une entreprise, une collectivité qui a... il y a forcément des pratiques qui sont derrière, il y a forcément une culture collective qui va influer aussi sur l'usage qui est fait d'un outil. Et quand je transpose cet outil ailleurs, je peux avoir des effets qui sont complètement différents, tout à fait. Oui, c'est vrai. Oui, merci Odile, c'était super. Moi j'ai une question, est-ce qu'on a des exemples où on est sûr qu'on doit les développer, ces algos d'aide à la décision? Enfin, j'ai l'impression que c'est assez clair pour mon maraîcher qu'il doit faire pousser ses tomates ou autre. Est-ce que nous, en fait, on est condamnés à gérer cette part d'indécision, ou peut-être qu'il y aura des effets secondaires qu'on pourrait regretter fortement, quoi? On peut répondre. Ouais, c'est une sacrée question que tu me poses là, Jérémy. J'ai pas la réponse, mais pour l'instant, l'état de ma réflexion, à force d'essayer de tourner autour de tout ça, c'est de me dire que en fait, outil ou pas outil, il y a toujours des moments où on se dit « Ah, il faut absolument que je me comporte comme ça », on y va à fond. Et puis en fait, en cours de route, on s'aperçoit qu'il y a des conséquences, des trucs auxquels on n'a pas pensé, une façon de faire qui porterait des fruits sur d'autres dimensions, et hop, on fait un virage. Ça rejoint un peu ce que le philosophe Luc de la Brabandière appelle la théorie du zigzag, où en fait... dans la recherche, mais finalement dans nos comportements et dans nos décisions, il y aurait aussi toujours cette dimension-là. Je cherche à optimiser quelque chose parce que j'ai un problème là-dessus, et puis en fait, en cours de route, ça a des effets secondaires sur autre chose que j'ai oublié, et donc je vais devoir bifurquer, au moins partiellement, pour prendre en compte cette nouvelle dimension qui m'apparaît. Et ça, je pense que l'humanité y est condamnée de façon... quasi éternelle, je dirais, parce qu'on n'aura jamais en fait une vision 360.
Donc ça ne répond pas forcément à ta question sur les outils, mais en tout cas, je crois qu'il faut donner le temps de l'analyse tout le temps. C'est-à-dire que je pourrais jamais me dire c'est bon, j'ai la solution et je vais toujours faire comme ça. Voilà. Merci. Oui, merci pour cette très belle présentation. Alors, moi, j'avais une petite remarque peut-être un peu optimiste quand même pour teinter un peu différemment. Ce que je me dis aussi, au tout début de votre présentation, vous présentez les 3 approches philosophiques de l'éthique. Et donc je ne me rappelle plus précisément les termes, mais ce que je me suis dit en les lisant, c'est que finalement, prendre le temps de modéliser les choses, de représenter un système à tête reposée, à plusieurs, et du coup créer un système qui prend des décisions, peut-être que parfois, même je suis assez convaincue que c'est le cas, ça nous protège aussi de prendre de mauvaises décisions dans l'urgence ou quand on est tout seul. Voilà. Donc peut-être que d'avoir pris le temps de la réflexion de ce modèle, aussi imparfait soit-il, avec un regard éthique dessus, évidemment, ça permet peut-être de cadrer un petit peu, d'encadrer les risques de la non-éthique qu'on pourrait injecter avec de l'incertitude, avec un contexte qui dégrade notre faculté de lucidité, etc. Enfin, peut-être qu'il n'y a pas que du négatif. Enfin, je ne dis pas qu'on n'a parlé que de négatif, hein, mais c'est pour dire que peut-être il y a aussi du bien quand même dans la technique qu'on produit, dans les connaissances techniques qu'on produit. Oui, tout à fait. Je reste effectivement convaincue de ça. Il y a 2 points de réponse que ça amène, ce que vous évoquiez. C'est d'abord, alors j'ai présenté quelques systèmes philosophiques, mais il y a beaucoup d'autres choses qui émergent. On peut par exemple aller voir du côté d'un philosophe allemand qui s'appelle Habermas, qui parle de l'éthique de la discussion et qui notamment postule le fait que c'est forcément en discutant et en mettant tout le monde autour de la table et en mettant tout le monde sur un pied d'égalité en termes d'écoute que l'on va faire émerger un certain nombre de choses. Donc effectivement, en préalable à la construction d'un modèle, le fait d'écouter tout le monde, le fait de prendre le temps de considérer tout ça, ça nous amène forcément des dimensions supplémentaires. Et donc, en ce sens, je rejoins le propos. Il y a un autre point aussi, un autre lien que je voulais faire avec le travail de Niels, je ne sais pas s'il est là, qui a été présenté hier, et plus généralement autour de l'aide à la décision pour les décisions publiques. En fait, on sait très bien qu'avant de construire un modèle, il faut se mettre d'accord sur la règle de décision. Et que cette discussion-là, si elle n'a pas lieu, en fait, on va très vite dans le fossé. Donc, on a aussi quand même des travaux en recherche opérationnelle ou en aide à la décision autour de ça. Et effectivement, avec parfois des beaux résultats, je suis d'accord. Montrez-moi peut-être ceux qui voudront. Merci beaucoup, Odile. Tu as commencé par évoquer la planification de personnel. Et c'est vrai que clairement, les ressources humaines dans le modèle, en gros, c'est des ressources, souvent ça pourrait être des machines, ça serait pareil. Alors on peut rajouter des petites contraintes souples de préférence, d'affectation, de créneaux horaires. Mais dans l'idée, la réflexion ne va pas forcément très loin. Est-ce que tu aurais 2-3 petits conseils pour apporter un petit peu plus d'éthique dans ce type de problématique, la petite touche qui rendrait le planning plus agréable, plus épanouissant? Alors, je l'ai pas travaillé dans le sens qu'est-ce qui pourrait rendre le modèle plus épanouissant, mais à l'inverse, j'ai beaucoup essayé de regarder ce qui le rendait absolument souffrant. Et en fait, du côté de la psychologie du travail, il y a énormément de travaux sur notamment ce qu'on appelle l'intensification du travail. Vous pouvez aller voir, par exemple, un psychanalyste du travail qui s'appelle Christophe Dejour, qui a beaucoup publié là-dessus, ou une psychologue qui s'appelle Corinne Godard aussi, qui publie sur l'intensification du temps de travail et sur toute la maltraitance que ça produit. En fait, il y a un principe très simple qui nous permettrait d'un peu moins martyriser les gens, c'est d'arrêter de vouloir aller vite. C'est-à-dire que si nos modèles d'ordonnancement, pour dire les choses clairement, arrêtaient de minimiser le Cmax, eh bien peut-être qu'on martyriserait beaucoup moins de gens. Voilà. Peut-être qu'il faut tout simplement regarder d'autres critères. Merci.
Après, il est joli ce critère, il est facile à manipuler par rapport à plein d'autres qui ne sont pas aussi simples à écrire, mais ça a des conséquences humaines. Je pensais que tu avais cité ce qu'on avait essayé de faire aussi, l'article avec Alexis. Ah oui, oui. Bon, merci Odile. Je crois qu'en fait, je t'avais déjà posé la question quand tu étais venue à Dauphine, mais j'ai un peu l'impression que quand on présente les normes, par exemple, là tu nous as parlé de Kant, Prussien, les Anglais, on a parlé des Grecs, tout ça c'est très européen, tu vois. Oui. Et est-ce que les valeurs sont universelles? Ça, voilà, c'est une question, je ne sais pas, mais je me dis, l'Europe est tout petit maintenant, en fait, par rapport à tout ce qui se passe en Asie, aux États-Unis. C'est eux les leaders, en fait, pour tout ce qui est, enfin, peut-être pas en recherche opérationnelle, mais tout ce qui est lié, en fait, en intelligence artificielle, etc. Eux, quel type de réflexion, eux, ils font sur l'éthique et comment ils le définissent? Est-ce qu'il y a une grosse différence avec nous? Voilà. Alors, c'est une excellente question. Je crois que là, je vais botter en touche avec deux dimensions. De ce que je vois dans la littérature nord-américaine, donc Canada, États-Unis, il y a quand même quelque chose qui est assez partagé parce qu'effectivement, on part des mêmes bases philosophiques. Je vais dire ça très très vite comme ça. Par contre, c'est tout à fait vrai que c'est pas le cas dans le reste du monde. Premier élément de réponse, le DU que j'ai suivi, il était centré sur cette philosophie européenne ou gréco-européenne. Donc, j'ai une pile de bouquins comme ça sur les philosophies du monde qui m'attend et que je n'ai pas encore digéré. Mais oui, c'est très, très évident. D'ailleurs, quand on prend, je parlais tout à l'heure des normes éthiques qui commencent à être posées par les services publics, quand on prend ce que la Chine édite autour de ça, il parle également d'explicabilité, il parle également de transparence, sauf que derrière, ce n'est pas du tout la même chose que ce qu'on y met nous. Donc, je rejoins le propos sur le fait qu'on est loin d'être universel également. C'est tout à fait vrai. Mais on ne saurait pas comment faire, je pense. Personne n'est capable de nous définir ce que serait une norme partagée par tous. Et de tout temps, puisqu'il faudrait que ça puisse vivre dans le temps aussi. Bonjour, merci beaucoup. Peut-être pour répondre un peu à ta question, et il y avait une chose très intéressante dans les... parce qu'il n'y a pas que les humains, il y a aussi les non-humains qui peuvent prendre des décisions, quoi. Et je voulais citer un des slogans qui était assez important à Notre-Dame-des-Landes, c'était justement « Nous ne défendons pas la nature, nous sommes la nature qui se défendons ». Donc c'est une inversion de point de vue, et ça me faisait penser que là il faut changer la fonction objective de nos algos, quoi, et en gros en se disant maintenant le décideur, quoi, l'aide à la décision, ça va peut-être être une aide à la décision pour les éléphants, pour nos grenouilles, pour les milieux humides, et se dire que en fait voilà, non mais il y a dû redonner en fait. Bon, c'est un peu, mais en disant que celui qui doit décider, quoi. Je sais pas après au niveau éthique si on met les non-humains. Ah mais si, tout à fait. Il y a effectivement des courants de pensée autour de l'éthique animale. Hein. Par exemple, il y a vraiment toute une littérature autour de ça. Comment est-ce que on évite de projeter nos propres critères sur les animaux, et comment est-ce que malgré tout on essaye d'approcher ce qui pourrait être respectueux pour eux. Il y a des travaux très, très importants, notamment de deux philosophes américaines. J'ai oublié leur nom, mais je pourrais te redonner les références si tu veux, mais il y a des choses là-dessus, effectivement. Merci beaucoup. En fait, hier, j'ai assisté à une présentation. J'espère être fidèle au sujet. Ça parlait de problèmes d'aménagement des pistes cyclables dans les communautés. J'ai du mal un peu à comprendre l'aspect justement de la fonction objective de ce modèle qui consiste à calculer ou bien de minimiser les aménagements futurs à faire dans la communauté pour permettre aux cyclistes justement d'avoir les équipements ou bien les plateformes
qui les aiderait à prendre mieux leur vélo comme véhicule. Mais voici un peu l'aspect environnemental, c'est qu'on essaie un peu de faciliter l'usage du vélo pour l'environnement, mais l'autre question à côté qui est assez contradictoire, c'est aussi un aménagement qu'on ferait donnerait alors la possibilité d'aménager et de faire des travaux dans la communauté et du coup nuire un peu aux habitudes des citoyens. Il y a aussi tout ce qui est nuisance sonore. Et dans ce cas de problème, quelle serait un peu l'éthique à prendre en compte? Merci. Alors d'abord, j'ai pas vu la présentation dont vous parlez, mais dans l'absolu, autour de tout ce qui est aménagement des territoires, je rejoins assez clairement le constat que je suis pas sûre qu'on soit sur une approche environnementale systémique. On est sur une réduction du CO2 qui est un aspect effectivement intéressant, mais qui n'est pas le seul. Quand je fais de l'artificialisation des sols, il y a d'autres questions qui se posent. Mais j'ai l'impression que pour tout ce qui est la prise en compte du cycle sur le territoire français, on est clairement dans le zigzag que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a laissé toute la place à la voiture pendant 50 ans et que soudain on est en train de rétro-pédaler en se disant c'est peut-être un peu le tour des autres d'avoir eux aussi une place dans l'espace public, avec des effets positifs et des effets plus discutables. Mais il y a une dimension éthique, en tout cas, à donner la parole à d'autres usagers qui étaient peut-être moins entendus. Mais effectivement, on n'est pas du tout sur une dimension systémique au sens où vous l'évoquez. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais voilà, je pense qu'il y a ces aspects-là. Je vais prendre une dernière question, parce qu'après, il faudra qu'on arrête, malheureusement. Merci Odile pour la présentation. Moi, je me demandais, là, dans les réponses aux questions, on a plusieurs fois entendu parler de prendre le temps. Et donc, je me demandais si l'organisation de la recherche qu'on a est adaptée pour pouvoir avoir un fonctionnement éthique. Voilà, quand j'entends l'organisation du GDRRO, il y a des groupes de travail, des journées de discussion, là, ça va dans le bon sens. Quand je ressens le sentiment d'urgence qu'on partage tous de plus en plus, le mode projet court terme, l'injonction à l'innovation à tout prix, est-ce qu'il y a la place pour l'éthique dans l'organisation actuelle de la recherche ? Très clairement, je pense qu'on est hyper majoritaire à partager le constat que non, effectivement, on n'est pas dans un périmètre qui nous permet une réflexion posée autour de ça. Il y a un certain nombre d'associations qui sont en train de réfléchir à comment repenser le service public dans son ensemble, pas seulement la recherche, et donc qui mettent à jour un certain nombre de choses autour de ça. Et puis, plutôt côté recherche, là, c'est pas que nous, c'est les matheux, c'est aussi plein d'autres communautés qui se posent la question de effectivement revoir nos critères d'évaluation et nos critères de financement pour avoir de la pérennité et donc le temps de se poser, de se tromper, de chercher des choses qui ne sont pas rentables tout de suite, etc. etc. Je pense que vous partagez tous ce constat-là, je ne vous apprends rien. Bien, merci. Avant de conclure, je vous rappelle que demain, il y a encore une session éthique où justement on a prévu un temps libre, un temps réservé pour parler de qu'est-ce qu'on a envie de construire ensemble sur cette question de éthique et recherche opérationnelle. Et puis, il y aura aussi le temps, une semaine réservée dans les Alpes de l'école du GDR où vous êtes tous conviés si vous êtes intéressés, les jeunes, les moins jeunes, tout le monde. Voilà, je vous propose de remercier encore une fois Odile pour son exposé. Merci à tous.